Amis de l'opinion des jeunes, bonjour. Nous sommes de retour, une autre émission, face à face, face to face, après des vacances très courtes, réellement très courtes, dans ces chaleurs de l'été auxquelles nous n'avions pas l'habitude. Nous nous retrouvons ensemble pour recommencer, pour relancer notre émission. Nous intéressons à divers sujets. Celui-ci, aujourd'hui, celui d'aujourd'hui, a trait à la diaspora, aux Marocains à l'étranger, partout où ils se trouvent. Nous avons choisi d'inviter une sommité, une personnalité qui s'intéresse depuis de longues années, 2 décades, à cette question, qui s'est investie personnellement là-dessus et qui continue avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup d'abnégation, de don de soi. J'ai nommé Jamal Belharch. Jamal Belharch, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de nous avoir rejoints, Merci à vous pour l'invitation. accepté de nous rejoindre. Je vais faire quelques retours sur ce que vous êtes. Vous êtes franco-marocain, marié, père de 3 enfants. D'accord? Voilà. Vous êtes diplômé de l'université de Saint-Denis, du programme Top Management de l'INSEAD, okay? Fontainebleau et du programme de management général avancé d'HEC, exécutif. En 1997, vous lancez les activités de Manpower au Maroc, vous en devenez le directeur général. Et puis ensuite, en 2000, vous étendez cela en Tunisie, puis en 2004 à d'autres pays, notamment aux Antilles, océan Indien, Nouvelle-Calédonie, filiale extérieure de Manpower France. En 2001, vous créez le Centre des jeunes dirigeants au Maroc, d'accord, pour contribuer au changement des mentalités, dites-vous, des entrepreneurs. Nous reviendrons là-dessus, changer les mentalités comment. Vos maîtres mots sont engagement, citoyenneté, je souligne citoyenneté, réflexion, expérimentation. Parmi les propositions figurait l'indemnité pour la perte d'emploi qui vit le jour 10 ans après. Voilà, un grand travail qui finalement aboutit 10 ans après. Vous auriez aimé que ça aboutisse plus tôt, mais le fait est là. En 2006, vous créez le réseau international de la diaspora. Vous allez revenir à la charge en 2022, 2023 pour fédérer la diaspora marocaine, c'est ce que vous dites, et mettre en place une structure de rencontre et d'aide pour les Marocains de l'extérieur. Nommé par Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre français dans le temps, conseiller du commerce extérieur français, vous contribuez à donner une image dynamique du Maroc en mouvement. En 2008, vous êtes également président fondateur de la Fédération nationale des entreprises du travail temporaire. Là également une action qui a fait son chemin. Vous proposez plusieurs mesures qui tournent autour de la transparence, du respect de la loi et d'une meilleure protection des agents intérimaires. En 2010, vous publiez un livre. J'aurais aimé avoir ce livre. Voilà, Envie de Maroc. Envie de Maroc pour partager votre histoire et votre patriotisme responsable et authentique. Voilà le message. Grand militant pour la lutte contre le chômage au Maroc et les droits des salariés, vous avez initié la couverture maladie, la bancarisation pour les salariés temporaires et le projet de loi pour le travail temporaire. Dans le cadre de vos mandats successifs au sein du patronat marocain, la CGM pour ne pas la nommer, vous mettez en place le pacte national pour l'emploi avec 20 mesures clés, dont 2 ont été approuvées par le gouvernement et mises en pratique. En janvier 2012, vous faites signer aux partenaires sociaux un accord avec le patronat dans le cadre de la médiation sociale et en janvier 2013, vous faites signer le pacte social pour une compétitivité durable et un travail décent entre la CGM et les principales centrales syndicales, je nomme UMT, UGTM et UNMT. Moment historique, un grand pas pour le Maroc. Ces signatures impliquent un lancement commun de chantier d'avenir où, ensemble, patronat et syndicats traiteront des sujets comme la prévention et la gestion de la conflictualité, le dialogue social et la promotion du champ conventionnel, la conformité sociale, la promotion de l'emploi et de la compétitivité. Je vais continuer parce que je suis vraiment
je manque de mots. Je vais continuer, tu vas me permettre de le faire. En 2013, l'Organisation internationale des employeurs vous désigne à la tête d'une task force africaine sur l'emploi et l'employabilité et a impliqué les syndicats et employeurs africains. Le travail de la task force a abouti à la publication d'un livre blanc sur l'emploi en Afrique à l'issue de 2 événements organisés à Casablanca avec l'ensemble des partenaires, employeurs et syndicats africains sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Cette task force a abouti à la création de la fondation Job for Africa, basée à Genève, que vous avez présidée jusqu'en 2022. Votre militantisme sur les questions de l'éducation au Maroc, et nous y reviendrons, vous met à la tête de la fondation Zakura pour l'éducation en tant que président de 2013 à 2022. En 2014, vous rejoignez le Bureau international du travail en tant que membre du conseil d'administration du BIT, un siège que vous avez occupé jusqu'en 2017. Vous êtes membre du Conseil supérieur de l'éducation, nommé récemment par Sa Majesté le Roi. Le 31 janvier 2023, vous lancez la Maison de la Diaspora, dont l'objectif est de guider les membres de la diaspora marocaine dans leurs projets d'investissement ou d'installation au Maroc. Aujourd'hui, vous continuez, vous êtes Chief Executive Officer de Haut Conseil, un cabinet de conseil en transformation des hommes et des organisations. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça va. C'est beaucoup de choses pour un seul homme. Beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, au bout de 25 ans de Maroc, effectivement, quand je vous écoute, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été initiées et, alhamdoulilah, d'autres choses qui ont été adoptées, mais il y a encore du chemin. Et je pense qu'en tant que société civile, en tant qu'individu, on a un devoir de contribuer à notre pays. Et je pense qu'on l'a plus ou moins bien fait pour l'instant. Qu'est-ce qui anime Jamal? Ce qui anime Jamal Belarache, c'est vraiment cette volonté contributive. Moi, depuis toujours, j'étais un militant, donc même en France, puisque c'est là-bas que j'ai grandi, que j'ai milité déjà à l'époque, en tant qu'acteur économique, mais aussi en tant qu'acteur social. Et le fait de revenir dans mon pays d'origine en 1997, c'était pour moi une belle opportunité de se dire comment ce que j'ai appris ailleurs peut être utilisé par mon pays d'origine. Et cette volonté de vouloir être un contributeur dans le cadre d'un régime qui a été installé par Sa Majesté donc en 1999, on a tous vu une dynamique nouvelle. Et cette dynamique nouvelle avait besoin de soldats, de maçons, entre guillemets, donc in fine. Il y avait tellement de chantiers. Et moi, le chantier qui m'a toujours animé, c'est l'individu. Donc l'individu, c'est d'abord l'éducation, c'est l'emploi, c'est la dynamique sociale. Et c'est important de dire comment on fait société ensemble. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, à travers le CJD, c'était de dire il faut impérativement créer une nouvelle génération d'entrepreneurs. Il y a la première génération qui a fait ce pays, qui a bâti ce pays, mais le monde était en train d'évoluer. Il fallait une nouvelle génération qui accepte l'idée que le collaborateur est au centre de la création de valeur. Parce que ça, on l'a souvent oublié. Hein. On pourra peut-être parler des chiffres tout à l'heure, hein, les chiffres sociaux sur les gens, sur le SMIC, sur les gens déclarés ou pas. Et pour moi, ça m'a toujours hanté. C'est pour ça que, à travers mon travail, que ce soit Manpower, l'intérim, mon combat sur la déclaration des gens, sur la dynamique sociale, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Hein. Absolument. Et moi, ce qui m'anime, c'est faire grandir les gens. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être... mes parents, je suis enfant unique, donc j'ai évolué dans un pays où le militantisme a commencé assez tôt. Parce que vous restez quand même étranger dans un pays dans les années 70, etc. Et on n'aime pas l'injustice. Et moi, je vois beaucoup de choses comme étant injustes. Et donc, je me dis, comment moi, je peux contribuer modestement? Si je prends l'exemple que j'ai vécu en France, la problématique de l'immigration, elle a été posée à l'époque. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus profonde qu'avant, Dieu merci. On a vécu mieux que les jeunes aujourd'hui de l'immigration vivent en France, par exemple. Et on le voit avec les derniers événements, le chômage de masse des jeunes de l'immigration. Comme je le disais à quelqu'un tout à l'heure, il y a des jeunes en France qui sont nés avec leurs parents qui étaient au chômage. Moi, je n'ai pas vécu ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père travailleur, taxi parisien, qui se levait à 4 h du matin pour aller à Paris, revenir le soir tous les jours pendant plus de 30 ans. Donc la valeur travail, on sait ce que c'est.
Et aujourd'hui, quand on vient au Maroc et on voit ce qui se passe dans les entreprises en particulier, l'informel, les gens qui travaillent, qui ne sont pas déclarés, on se dit mais c'est pas normal, comment on peut faire société ensemble s'il y a des gens qui travaillent, qui ne sont pas déclarés, donc ils n'ont pas de couverture sociale, donc ils ne pourront pas se soigner comme il se doit, etc. Et heureusement aujourd'hui, quand vous voyez que Sa Majesté a lancé un énorme chantier sur la généralisation de la couverture sociale, on se dit, in fine, alhamdoulilah, même si on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, il y a des dynamiques qui se mettent en place. C'était anticipé, 97, c'est un retour. C'est une décision. C'était une opportunité. Non. C'était une opportunité qui est arrivée. Un cabinet de chasseurs de tête m'a approché en me disant voilà, il y a Manpower qui veut lancer quelque chose au Maroc. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit why not? J'ai demandé à mon épouse si elle était OK pour vivre l'aventure marocaine. J'avais déjà 2 enfants qui étaient là et le 3e était en train d'arriver. Il est arrivé au mois d'avril, au moment où je venais au Maroc. Et tout de suite, la lumière, voilà. Parce qu'en même temps, quasiment 1 an et demi avant, j'ai eu la chance d'être invité par Sa Majesté Feu Hassan II, qui était de passage à Paris. Et donc, en l'ayant écouté, en le voyant là, au pavillon d'Hermenonville, exactement, je me souviens du lieu, c'était au mois de mai 96. C'est là où il s'était adressé à la communauté marocaine. Absolument. Et là, n'étant pas arabophone, je me suis fait traduire ce qu'il disait. Et j'ai été touché en plein cœur, entre guillemets, parce que moi je suis un homme de cœur, moi je suis authentique, donc si je ne sens pas, je ne fais pas. Et en fait, le message était, si un jour vous souhaitez contribuer à votre pays, que vous voulez revenir là, grosso modo, vous êtes là, vous êtes les bienvenus, vous êtes des Marocains. Et je vous assure que, je ne sais pas si l'univers raconte des choses, mais pendant cette année qui a suivi, j'ai commencé à m'intéresser à la presse marocaine. J'ai eu des responsabilités associatives économiques à Dreux, donc j'ai fait des voyages entre le Maroc et Dreux. Et puis petit à petit, j'ai rencontré à l'époque Msdr également, Feu Msdr, c'est tout. Et puis il y a eu cette opportunité. J'ai dit waouh. Donc là, je dis go. Je n'ai pas réfléchi. Avec du recul? Avec du recul, je ne regrette pas parce que si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce aussi à ces 25 ans d'expérience au Maroc. Pas facile, pour être très honnête avec vous, parce qu'on reste, entre guillemets, étranger dans son pays, c'est ce que je ressens personnellement, et on me le fait aussi ressentir, mais l'enjeu sociétal de contribution est plus important que la douleur. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu exprimer à travers mon premier livre, Envie de Maroc, et que j'exprime également dans mon 2e livre qui sort le 15 octobre, qui s'appelle Toujours Envie de Maroc malgré tout. Et dans le malgré tout, il y a votre question, justement. C'est 25 ans difficiles, mais malgré tout, avec un sentiment d'avoir essayé, en tout cas, de faire les choses. Et d'avoir fait de votre mieux? J'ai fait de mon mieux, même si je pense que je suis souvent plus incompris qu'autre chose. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'aime ce pays comme tous les Marocains. J'ai une expérience que j'ai voulu apporter. Je ne suis pas là pour donner des leçons à quiconque. J'ai juste mon caractère, ma personnalité, ma manière de dire les choses. Tout à fait normal. Mais je pense qu'elle n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur. Mais on ne peut pas se refaire. On a l'éducation qu'on a. Jamal Belharj continue en dépit de la douleur? Oui, bien sûr. C'est du masochisme? Non, c'est ce que je vous dis. C'est toujours Envie de Maroc malgré tout. Donc oui. Ben oui, mais ça fait mal. Oui, mais si vous voulez, aujourd'hui, comment vous dire, le projet sociétal Maroc il nous dépasse tous. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si chacun de nous, à un moment donné, c'est comme le mythe de Sisyphe, on est tous comme Sisyphe, on monte le rocher et on se recasse la figure. Mais à un moment donné, on mourra peut-être étouffé sous le rocher. Pour l'instant, je suis encore debout, et bien debout. Et donc, j'ai envie de continuer le voyage. Cette image de Sisyphe, oui. Debout et bien debout. Oui, et bien debout, mais... En dépit des vagues, des difficultés. Tant que Dieu me donne la santé aujourd'hui, tant que j'ai encore envie, parce que j'ai toujours envie de faire des choses. Pour l'instant, je me concentre bien évidemment sur ma famille, sur mon travail, parce qu'il faut bien manger. J'ai passé mon temps à militer, mais pas suffisamment à s'occuper de mes affaires. Mais voilà, mais je pense que le pays en vaut la peine. On a un dividende démographique exceptionnel. On a aujourd'hui des opportunités de notre pays qui font qu'on attire le regard mondialement parlant. Au-delà de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, etc.
Donc ça veut dire que c'est important ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. C'est important, mais pas va en suffisant. parler tout à l'heure, tout à fait. Oui. C'est important, mais pas suffisant. Oui. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a 16% de la population qui a moins de 29 ans. Absolument. Et donc, à qui il faut donner un rêve. Et aujourd'hui, moi, je n'ai plus envie qu'on comptabilise nos jeunes en Méditerranée, noyés, ou qu'on essaie de partir. Il faut qu'on leur donne un projet de vie au Maroc. Également, ce qui Et se c'est passe. possible. Oui. Et c'est possible. Mais c'est encore une fois une approche systémique. On doit tous s'y mettre sur les différents pans de la société, de la chaîne de valeur, qui commence par l'élément essentiel, qui est l'éducation. Et c'est là c'est l'alpha et l'oméga de notre projet sociétal. Si on n'arrive pas à sortir de ça, ça sera très difficile, nonobstant toutes les idées qu'on pourrait avoir ou les projets de développement. Donc l'éducation, c'est pour ça que j'étais très surpris, mais très heureux d'avoir été nommé au Conseil supérieur. Nous l'étions tous. Voilà, parce que... J'exprime là une non, mais c'est très gentil. Mais ça veut dire que, voilà, pour moi, c'est un vrai sujet et on doit être disruptif sur le sujet éducatif. On va revenir sur le Conseil. 97, vous arrivez dans un Maroc qui n'est pas celui que nous avons aujourd'hui. Il y avait des perspectives pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Écoutez, moi, vous pouviez le projeter en 97. En tout cas, avec le projet que j'avais entre les mains qui était Manpower, où le travail temporaire était quasi inexistant, ou alors il se pratiquait dans les caves. Mais comme j'ai toujours dit, j'ai eu la chance d'avoir entre les mains, comme si j'avais ma propre boîte, mais avec les moyens d'une multinationale. Parce que je n'étais que salarié de Manpower, alors que toutes les personnes qui me connaissent pensent que Manpower était à moi. Non, je n'étais que salarié. Donc, je me suis engagé totalement en me disant, mais je vais créer le vrai marché du travail temporaire en donnant un statut aux gens, en les déclarant. Donc, ça veut dire que déjà à l'époque, dans ma tête, c'était, il faut montrer l'exemple. Avant de dire, il n'y a qu'un faucon, moi, j'ai essayé de faire avec Manpower. Et alhamdoulilah, 20 ans après, c'est une société que j'ai laissée avec 520 millions de chiffre d'affaires, 10 000 intérimaires, une dizaine d'agences, avec un statut du travail temporaire, puisque j'ai contribué modestement à l'élaboration sur la loi du travail temporaire de 2004. Donc, c'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question. Pour moi, le Maroc était déjà un pays d'opportunités et d'avenir, dès lors que chacun jouait son rôle. Mais il est différent aujourd'hui, ce Maroc. Mais il a muté. Il a muté. Le Maroc d'aujourd'hui n'est plus le même. Et Dieu merci, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, Sa Majesté est conscient qu'on n'a ni pétrole ni gaz, a lancé un ensemble de chantiers et surtout un nouveau mindset dans lequel il nous responsabilisait en tant que citoyens. Il a été le premier à parler de société civile, etc., si vous vous souvenez, et qu'aujourd'hui, on a quasiment presque triplé notre PIB, 2, quelque chose, le PIB de 99 par rapport à aujourd'hui. Le SMIC à mon époque, quand je suis arrivé au Maroc, il était à 1400 ou 1500 dirhams. Aujourd'hui, il n'est pas génial, il est quand même à 3000 dirhams à peu près. Donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. C'est-à-dire que je suis le premier à dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on ne peut pas être nihiliste. Il y a des choses qui ont énormément changé et qui ont fait avancer ce pays. Mais il reste beaucoup à faire si on veut vraiment être dans le concert des nations développées et surtout proposer une alternative à notre jeunesse qui aujourd'hui est en attente de quelque chose. Ça, c'est important. Quel est notre âge ? Notre âge ? Quand nous commençons à faire cette évaluation et quand nous disons voilà ce qui a été réalisé, voilà ce qui aurait dû ou pourrait ou devrait, quel est notre âge ? 60 ans ? 70 ans ? Je ne sais pas dans quel sens votre question... Notre pays ? Notre pays aujourd'hui... Je n'ai pas parlé de notre histoire. Oui, non, mais justement, parce que le problème, c'est que... Enfin, le problème, non, ce n'est pas un problème. C'est que la chaîne historique ou la profondeur historique de notre pays, dans chaque phase, il y a eu des choses qui étaient utiles par une génération qui a été faite. D'accord ? Il y a eu l'indépendance, l'Istiqlal, etc. Il y a eu une génération de capitaines d'industrie. On aime ou on n'aime pas, mais ils ont fabriqué un Maroc économique, etc. Mais le monde a changé, est en train de changer. Sauf que la vitesse de transformation du monde s'est accélérée sur les 30 dernières années. Donc aujourd'hui, on ne peut pas rester dans le même rythme que de l'époque. Nous ne le sommes pas. Non, mais justement, mais on doit accélérer davantage. C'est que nous, le problème, c'est qu'on a un rythme assez lent dans la transformation. Alors, accélérer davantage comment ? Qu'est-ce que vous suggérez ? D'abord, on a un sujet capital humain
qui est le premier sujet. On a un sujet capital humain. C'est pour ça qu'on revient au système éducatif. On a quand même pratiquement sacrifié quasiment deux générations dans le cas de système éducatif. Donc, et c'est pour ça que l'accélération, c'est d'abord dans la mise en œuvre des réformes sur l'éducation qui est fondamentale pour pouvoir se dire, Inch'Allah, dans 30, 50 ans, on aura à peu près un dispositif capital humain qui sera en capacité de. Et puis en même temps, il y a le capital humain existant aujourd'hui qu'il faut transformer, auquel il faut donner de nouvelles compétences. On parle beaucoup de révolution technologique, quatrième révolution industrielle, mais aujourd'hui, combien de nos cadres ou de nos jeunes sont en capacité, ont les compétences nécessaires? Donc il faut qu'on accélère. On n'a toujours pas de stratégie nationale sur le digital aujourd'hui ou sur la technologie. Donc c'est pour ça qu'on n'a plus le temps d'avoir le temps. Il y a des réformes sur lesquelles on peut avancer vite, mais les autres, il faut encore accélérer davantage. Donc, et vous voyez qu'on revient toujours au capital humain. La preuve, lorsqu'on a voulu développer une stratégie sur les énergies renouvelables, on a réussi à faire Nord 1, Nord 2, c'est en train de bouger. On est en train de travailler sur l'hydrogène, on est en train de travailler sur pas mal de choses. Donc, il y a des infrastructures qu'on met en place. Les métiers mondiaux qui ont été initiés dans les années 96-97 sont en train de porter leurs fruits. On est premier exportateur aujourd'hui en termes d'automobile, vous imaginez. Les trois axes aujourd'hui de PIB aujourd'hui, qui sont le secteur automobile, le phosphate avec l'OCP et bien sûr le tourisme et les devises et des MRE, il y a quatre piliers aujourd'hui qui sont là, mais ne sont pas suffisants. Donc il faut aussi développer le reste. Donc tant qu'on n'aura pas une économie diversifiée, ça sera difficile d'avoir une vraie classe moyenne. Comment est-ce qu'on peut diversifier l'économie avec une éducation telle que vous en parlez? Ben justement, c'est la difficulté. Alors, pour diversifier l'économie, non seulement l'éducation, mais il faut lui donner les moyens et il faut lui donner les compétences. Alors, justement, ça c'est un vieux débat. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation, ce n'est pas qu'un problème de moyens. C'est un problème de mindset. Aujourd'hui, comme je le dis au conseil personnellement, je dis souvent que le problème de notre éducation, il y a bien évidemment les problèmes de contenu, mais les problèmes, c'est aussi les compétences de nos enseignants, c'est aussi la défense des intérêts catégoriels par les syndicats. Je l'ai dit à des collègues, à des amis syndicats au conseil, je leur dis vous êtes le problème et vous êtes la solution. Donc maintenant, il faut qu'ensemble, on se dise qu'est-ce qu'on veut. Mais on ne peut pas passer notre temps à défendre des intérêts catégoriels pendant que nos enfants n'ont pas le contenu pédagogique qu'il faut. Il faut une révolution pédagogique. Avec la technologie aujourd'hui, demain, les enfants ils vont s'éduquer tout seuls si on continue comme ça. Donc, il faut juste que les gens voient le monde tel qu'il est en train d'arriver. C'est un tsunami qui est en train d'arriver. Si on ne le voit pas, on risque de le payer très cher. Donc, il faut qu'on embrasse ce tsunami technologique, qu'on repense notre contenu pédagogique, qu'on aide les enseignants à voir le monde différemment et qu'on les forme plus vite et mieux. Donc, et accepter aussi qu'il y ait entre guillemets, on va dire, des dégâts, et qu'il y ait des gens qui sortent du marché de l'éducation et qu'on rende de nouveaux éducateurs. C'est un changement de paradigme que vous êtes en train de total. Moi, je dis qu'il faut renverser la table, c'est différent, mais ça, c'est Jamal Belharaj qui parle, comme d'habitude. Sur le plan éducatif, il faut renverser la table, mais intelligemment. C'est-à-dire qu'on l'apprend avec les syndicats, avec l'État, avec les partis, on l'apprend ensemble et on dit, OK, les gars, on est d'accord, on la renverse et maintenant, on fait ensemble. C'est des discussions que vous avez au Conseil En tout cas, c'est comme ça que j'aborde les choses au Conseil. Je dis qu'à un moment donné, puisque je suis dans la commission qui a vocation à travailler sur la formation des enseignants de demain. Et d'ailleurs, j'ai fait un papier là-dessus il y a 5 semaines sur les enseignants de demain. Je l'ai écrit, donc j'assume mes propos. Sans ça, on n'y arrivera pas. Sans développer la recherche et développement, on n'y arrivera pas à créer une diversification de l'économie. Regardez la preuve. Le tissu des startups marocaines est en train de se développer. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un écosystème pour les accompagner et accélérer. Et que demain, nous aussi, on est des startups d'un certain niveau, etc. Donc, c'est possible parce que le génie marocain, il existe à Abadallah. Il existe. D'ailleurs, il explose quand il sort dehors. Mais il est là. Oui. Il est là. Oui. Et en plus, si vous rajoutez la diaspora, mais c'est juste incroyable. La puissance du génie marocain, elle est là, je le pense et je suis convaincu de ça. En restant sur cette question de l'éducation au sein du Conseil, vous n'avez qu'un rôle consultatif. Aujourd'hui, on n'a qu'un rôle consultatif. Est-ce qu'il est prévu de... J'ai fait partie de la commission également qui a réfléchi sur la stratégie du Conseil. Et pour ma part, j'ai abordé cette question-là. On ne peut pas rester que consultatif. Dans bon nombre de pays, le Conseil supérieur de l'éducation a un rôle réellement décisif. C'est-à-dire, c'est le garant de la continuité quand une politique est adoptée.
personne ne vient la changer. Oui, mais justement, je pense qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit encore un peu plus innovant que cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut créer un système, un average entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut co-construire avec le ministère de l'Éducation nationale, sans, entre guillemets, être un empêcheur de tourner en rond, mais tout en étant vigilant sur le déploiement des programmes. D'où la nécessité de se dire qu'on ne peut pas faire que chaque gouvernement qui passe ou chaque nouveau ministre mette en place… Ça, c'est plus acceptable. On a vu les dégâts que ça a fait. Donc le Conseil, quelque part, doit être le garant d'une loi de programmation peut-être sur 15-20 ans. Une charte de l'éducation. Mais il y en a déjà eu des chartes d'éducation. Non, mais une charte, une véritable charte. Pour moi, qui définit les orientations. Doit définir les orientations et doit être vigilant sur l'application des fondamentaux, mais toujours en co-construction. Bien sûr. Cher ami, on est dans le monde de l'intelligence collective, de la co-construction. On ne peut pas en sortir. Aujourd'hui, les gens qui pensent vivre et travailler en vase clos, en laboratoire, c'est fini ce temps-là. Donc, le conseil seul ne sert à rien. Mais le conseil a besoin de l'ensemble des parties prenantes, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, l'ensemble des acteurs, mais que chacun accepte qu'on n'est pas en train de travailler pour des chapelles, mais pour des générations futures. On oublie l'objet. On oublie l'objet. C'est la guerre des égos. Donc on est rentré dans ce que j'appelle les égosystèmes au lieu de créer un écosystème. C'est ça mon sujet. Écosystème, c'est nouveau ça. Essayons de voir dans quelle mesure on peut sortir de cela, on peut élaborer cette dynamique collaborative, cette dynamique participative entre le gouvernement et entre le Conseil, qui est quand même, il y a une centaine de membres. Oui, exactement. Il y a une centaine de membres. Il y a beaucoup de commissions, mais il y a des compétences extraordinaires. Il y a des compétences, mais il y a surtout aussi le fait qu'il y a beaucoup de membres qui viennent du système éducatif lui-même. Or, souvent, c'est ce que je dis souvent, je suis un peu provocateur, mais il faut le profil des membres… C'était pas l'objet de ma question. Non, mais le profil des membres, justement, doit faire en sorte qu'on vienne avec un esprit de recul et de hauteur, et non pas un esprit partisan. C'est important. C'est pour ça que quand on fait un brainstorming dans l'entreprise, c'est important d'impliquer tout le monde. Que ce soit le secrétaire, le collaborateur, X, Y, Z, parce que chacun a son histoire et donc il raconte quelque chose. Et après, on sort avec quelque chose de commun. L'objet du conseil, c'est ça, en intégrant et l'ensemble des ministères et compagnie, mais à condition qu'on soit d'accord sur la destination du voyage. Et la destination, c'est l'objet. Et l'objet, c'est les générations futures. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore réglé le sujet. Et si on ne règle pas le sujet, qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage les uns et les autres ? Alors aujourd'hui, on est conscient que, et c'est impératif, l'amélioration qualitative de l'éducation est incontournable. Elle n'est pas incontournable, elle est fondamentale. C'est l'alpha et l'oméga d'une société. C'est l'alpha et l'oméga. Et sa projection dans des années à venir est possible ? Mais bien sûr qu'elle est possible. Mais si aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parlais de recherche et développement, si aujourd'hui on n'a pas une armée de chercheurs qui réfléchissent sur l'éducation dans 30 ans, dans 5 ans, parce que ça va tellement vite. Qui parlait de l'intelligence artificielle il ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans. D'accord ? Ouais. Aujourd'hui, la technologie est en pleine révolution et elle révolutionne notre vie dans tous les jours. Alors croyez-moi, le système éducatif, il est déjà révolutionné avec la technologie. Sauf que chez nous, on en est encore à crayon et au tableau, etc. Donc c'est pas possible. Quand il y a eu le Covid, c'était la panique. Les gens ne savaient pas comment faire. Et parce qu'on ne s'y attendait pas. Oui, mais sauf que dans notre système éducatif, la plupart entre guillemets, des enseignants utilisaient WhatsApp avec des enfants pensant qu'ils faisaient de l'éducation en telle distance. C'est pas vrai, c'est pas sérieux. Donc il faut qu'on se prépare. Parce en fait, l'éducation, si je puis le dire, est une équation à plusieurs variables. Et donc il faut que chacune de ces variables indépendantes puisse apporter sa contribution, puisse évoluer, puisse changer, si nous voulons véritablement que l'éducation, que le système, lui, puisse produire ce que nous attendons tous de lui. Tout comportement catégoriel sur les questions éducatives est dangereux pour notre pays. Aujourd'hui, il ne peut y avoir qu'un comportement collectif sur la question d'éducation. Quand on a dit ça, on a tout dit. Simplement, c'est un problème de mindset,
d'ego et de tout ce que vous voulez. C'est un message qui est en train de passer au niveau du Conseil? En tout cas, je l'espère. J'ai le sentiment, en tout cas, que si El Malki, le président, a envie d'apporter une contribution innovative, puisque le peu de réunions qu'on a eu avec lui, en tout cas, c'est un sujet qui était sur la table. Donc on va voir dans les semaines, dans les mois qui viennent, puisqu'il va y avoir une réflexion sur l'école de demain. Donc l'école de demain, c'est aussi l'enseignant de demain. C'est aussi l'élève de demain. Parce que l'élève de demain, c'est pas celui d'aujourd'hui. Oui. Parce que celui de demain, il est déjà ultra connecté. Donc il ne peut pas venir dans une salle et continuer son cours comme d'habitude. Donc tout ça, ça se révolutionne. Est-ce que le pays a toutes les infrastructures technologiques? Est-ce qu'aujourd'hui, les bandes passantes de la Wi-Fi, de ceci, c'est pas, donc il faut qu'on réfléchisse à tout ça en même temps. Donc, moi, les enfants de l'Atlas aujourd'hui, est-ce qu'ils ont besoin de venir en ville, à Marrakech ou ailleurs pour étudier? Non, ils peuvent rester là-bas, faire de la télééducation, etc., avec des profs qui, eux, vont monter pour créer des ateliers de collaboration, d'accord, de communication. Le virtuel remplacerait éventuellement? Non, il va contribuer. Le virtuel va être un complément. Pourquoi? Parce que moi, demain, je suis enseignant. Il y a des choses qui peuvent être apprises à travers la technologie. Oui. Mais les soft skills du 21e siècle, je vais leur apprendre en étant avec eux, en faisant des workshops, des ateliers, en travaillant avec eux, les manuels et tout. Parce que c'est ça les compétences dont on a besoin de demain. Parce que la technique, je l'achète. Mais le savoir-être, le behavior, je ne l'achète pas. Et donc, former les enseignants de demain à développer les compétences du 21e siècle, qui sont la communication, l'adaptation, la créativité et le critical thinking, ça ne passe pas par le virtuel. Ça passe par du co-développement. Mais ça peut s'apprendre dans d'autres environnements, des environnements qui sont autour de l'institution. Ça doit être ça partout, peut s'apprendre partout. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu la chance de présider la Fondation Zakwar pendant 9 ans. Avec un travail fabuleux. Voilà. Moi, j'ai voulu pousser le préscolaire, alors qu'au début, personne ne voulait du préscolaire. Le préscolaire, je l'ai poussé, mais je pense que les soft skills, on doit leur apprendre dès le préscolaire, et même quasiment un petit peu en amont de la petite enfance. D'accord? Puisque le préscolaire, c'est les 4-6 ans. Mais il faut très tôt commencer ça, pour que les gamins, quand ils arrivent à l'école, ils soient déjà en capacité de... Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut renverser la table et pas venir avec des schémas classiques. Il faut discuter avec des... On a la chance, nous, dans notre groupe de travail au conseil, d'avoir des enseignantes qui sont exceptionnelles, qui vous racontent leur vie de tous les jours. Vous avez envie de pleurer avec le peu de moyens qu'elles ont. Et encore, elles ont de l'abnégation. C'est une vraie passion. Et aujourd'hui, on a besoin de redonner de la passion aux enseignants. Donc Sibel Moussa a beaucoup travaillé sur le statut, sur les rémunérations, c'est en train de bouger. Il faut qu'on redonne cette passion d'envie de transmettre. Ramener l'enseignant pour qu'il redevienne la pièce centrale. Lui redonner un vrai statut, absolument, oui. Qu'il n'a pas aujourd'hui. Quand il arrive et qu'il trouve une salle cassée, les vitres cassées, les chaises, qu'est-ce que vous voulez qu'il ait envie? Comment nos enfants sont respectés? On doit respecter nos enfants. Moi, une des premières choses que j'ai faites à Zakoura, c'est quand les modèles d'école, de classe de préscolaire, je leur ai dit, une classe de préscolaire dans le rural doit être identique que dans une ville, dans l'enfant. Il faut commencer par là. Donc c'est pour ça qu'il faut donner aux gens, aux gamins, l'envie d'apprendre, il faut donner l'envie aux enseignants d'enseigner et il faut donner envie aux parents, ou plutôt installer chez les parents la confiance dans notre système d'éducation publique. Parce que je rappelle qu'on parle beaucoup du privé, mais ça représente à peine 15%. Donc le reste, c'est quand même les publics. Même à peu près dans le dernier rapport de Tsel Halimi, je crois qu'on est à 12-13%. C'est ça. Et aujourd'hui, il me semble que l'éducation est une fonction régalienne. Donc c'est la responsabilité de l'État. En aucun cas, elle ne pourra être sous-traitée au privé totalement. Il faut laisser la liberté aux parents d'aller là où ils veulent, mais pour la masse des Marocains, il faut leur donner une école de qualité. Et c'est possible, puisque post-indépendance, on l'a prouvé. La génération de nos politiques, pour la plupart d'entre eux, ont été dans les systèmes publics. Absolument. Après, ils sont partis faire leurs études supérieures à l'étranger, très bien. Mais quand même, c'est-à-dire que le système d'éducation publique marocain a produit des gens de qualité et il est capable de continuer à en produire pour les générations futures.